Hello, hello. Est-ce qu'il y a du monde connecté avec moi en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens vivants là? Bonjour Raph. Est-ce qu'il y a des gens à part Raph? Ou est-ce qu'il y a que Raph qui s'est dit tiens, on est mercredi, je vais venir et voilà. Oui, 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 bonjour, bonjour à tous les spectatosaures. Salut Frinox, salut Flo, salut Walid. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Voilà. Yo, Chichi Potter. Alors aujourd'hui, un épisode de Webosor un peu spécial puisque vous pouvez le voir, mon collègue n'est pas là, hein. Voilà, il n'est pas là, il n'est pas là. Il m'a pas dit pourquoi, hein. Il n'y a pas de mot il y a pas de mot d'absence, rien du tout. Donc voilà. Donc, enfin, il m'a dit qu'il serait pas là. Il est en grève, exactement. Voilà. Donc c'est pas très grave. On va se passer de lui. Moi, je vous propose qu'on mette quand même un petit. On va le remplacer. On va mettre une petite photo de lui, un truc comme ça. J'ai préparé. Voilà. On va mettre son image, voilà, c'est lui, voilà, c'est Remouk qui est là. Remouk le français, je sais pas pourquoi tu es le français, mais voilà. On n'est pas sur un culturosaure, du coup, on est sur un pépitosaure, donc c'est l'épisode des webosaures en mode goûter du mercredi, hein. Voilà, il est plus ressemblant que les vrais, c'est vrai, il a la même moustache, enfin beau gosse, quoi, beau gosse. Donc pour vous rappeler le concept, hein, c'est pas un épisode des Webosors officiel dans le sens où le jeudi on fait un truc un peu plus sérieux. D'ailleurs demain jeudi on aura un vrai épisode avec Rémi cette fois à 12h30 et on aura une invitée de marque qui s'appelle Jacinthe qui va nous parler de UX et UI, hein, pour les designers, donc expérience utilisateur, interface utilisateur, etc. Mais bon, en attendant, donc là, le concept, hein, c'est de papoter, hein. Puis en plus, comme c'est moi le patron, là, aujourd'hui, je vais faire un peu ce que je veux. Donc, vous me direz un peu ce dont vous avez envie de parler. Je vais commencer déjà par lire un peu les commentaires de la semaine dernière. Et puis après on va vriller. Après, ça va partir en cacahuète. Mais je vais quand même essayer de respecter un peu le pattern, si vous voulez, de l'émission quand même. On n'est pas sur une émission Corben FR, on est sur l'émission Webosor, donc on va faire du Webosor. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on va aller voir un peu les commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires en réaction à notre vidéo de la semaine dernière? Je vais essayer d'aller voir ça. Hop, il est plus ressemblant que le vrai. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Commentaires. Bon voilà, sinon j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Donc les outils de veille. On a Sylvain qui nous dit super vidéo. Bah, merci à toi Sylvain. Euh, et c'est tout. Après le reste, c'est vieux. Bah voilà, c'est un commentaire. C'est nickel, hein. Un commentaire, c'est parfait, ça suffira. Donc voilà, ça se termine. Ainsi se termine ce relevage des commentaires épique. Bon, de quoi vous voulez causer aujourd'hui? Alors, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse tout simplement un peu de veille, qu'on regarde un peu l'actu du jour, hein. Ou alors on peut tester un vieil OS, ou on peut parler un peu de rétro quelque chose. Alors pas forcément de rétro gaming, mais de rétro autre chose. Ça peut être pas mal. Donc voilà, à vous de me dire. Si vous êtes chaud dans le chat, n'hésitez pas. On va voir. Il n'y a pas une source récente dont on pourrait parler. Bah écoute, pourquoi pas? On peut. Alors, on va aller voir, attends. Après, je vous partagerai mon écran si vous voulez, dès que j'aurai un truc intéressant à vous montrer. On a si, on a le hack d'Apple, si tu veux. Il y a le hack d'Apple qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, attendez, on va regarder un peu. Hop, je vous partage mon écran. Voilà. Je suis tout petit là, ça me fait bizarre d'être tout petit comme ça. Alors, Cyberpunk, on s'en fout. Souris, machin. Bon, ça c'est du jeu vidéo, on s'en fout. Les analystes attendent presque 80 milliards de revenus pour Apple. Un CES hybride virtuel et en public à Las Vegas. Ah mince, je follow pas Webosor, salut. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, follow. Faut réparer cette bêtise. Alors, grosse innovation dans macOS, hein. On a macOS qui mémorise enfin les dimensions de la boîte de dialogue ouvrée et enregistrée.
Ça vaut le coup de faire la mise à jour. Non, en vrai, il y a des grosses mises à jour là. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez des iPhones et des Mac, pensez à mettre à jour parce qu'il y a eu des grosses failles dernièrement et c'est bon pour votre karma de mettre à jour. Robert Downey Jr. célèbre les 2 ans d'Avengers Endgame avec une vidéo inédite des coulisses. Making of, vas-y, fais voir. Allons sur son Twitter à Robert. On va regarder un peu ça. Je sais pas si vous avez le son, mais non, vous avez pas le son. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, c'est super. Ah, ça, c'est de la vidéo. Quel jeu d'acteur. Il n'y a pas de son, hein, donc c'est même pas la peine que je vous en mette. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Hein, on a envie de dire pourquoi pas. Mon Mac, c'est pas jour sur Big Sur, il doit être trop vieux ton Mac, c'est pour ça. Énorme, merci pour le partage, Robert. Ouais, franchement, le mec me fait rester couché. Alors, tiens, pour ceux qui aiment les crypto-monnaies, on a fait quelques émissions WebOzor aussi sur les crypto-monnaies. Moi, j'en parle souvent sur ma chaîne Twitch. Il y a Binance qui va sortir sa plateforme dédiée aux NFT. Elle n'est pas sortie encore, je crois. Alors, les NFT, hein, vous savez, il faut se préinscrire là sur nft.binance.com. Les NFT, vous savez, c'est ces objets, enfin ces objets. C'est ouais, ces objets virtuels que vous pouvez acheter parfois à des sommes de plusieurs millions d'euros sur la blockchain. Alors non, c'est pas mon flux RSS perso, ça c'est le flux de PhoenixJP. Voilà. On prend comme ça, on a de la news, on va dire diversifiée, et ça convient à tout le monde. Mon flux à moi perso, bah, on se retrouvera demain matin pour voir ça. Je vais essayer de pas trop vous faire du Corben aujourd'hui, on va essayer de respecter WebOzor. La semaine dernière, on avait testé Windows 3.11. Si vous voulez, on peut tester un autre Windows, hein, si vous voulez, ou un autre Linux, ou un autre chose. De toute façon, on a 1 heure ensemble, donc on peut essayer de regarder un peu ça. Si vous avez des idées de sujets ou si des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Watchdog, je regarde un peu l'actu. Hein, dites-moi hein, s'il y a des trucs qui vous intéressent. Emotet, tiens, alors Emotet, je sais pas si vous connaissez Emotet, mais vous savez, c'est un botnet en fait qui a été mis hors service. Et donc apparemment, il y avait des adresses email utilisées dessus. C'est quoi ça, Slitaz Piu 2 fois? Piu Piu. C'est quoi Slitaz? Des serveurs de commande et de contrôle ont été saisis, machines infectées, victimes ont été redirigées. Donc ça, c'est une news un peu sécu. Et est-ce que vous avez été pawné? Donc voilà. Les agences ont obtenu des données collectées. Donc en gros, il y a 4,3 millions d'adresses email qui ont été compromises par Emotet et qui se retrouvent sur Have I Been Pwned, qui est enfin un super site, hein, Have I Been Pwned, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet en tapant votre adresse email. Alors c'est totalement legit, hein, vous risquez rien. C'est géré par Troy Hunt, qui est un gars connu, entre guillemets, on va dire ça. Il y a une référence dans le milieu, qui en fait... bah, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire une démo. Alors on va faire une petite démo. Hop. Alors voilà. Non, non, je suis occupé là, tu sors tout de suite. Désolé, hein. Les aléas, ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne le savent. C'est l'erreur de ne pas fermer la porte le mercredi. Alors voilà, c'est ce site I've Been Pwned qui est en fait une base de données géante, anonymisée plus ou moins, qui contient en fait bah voilà, tous les hacks. Donc là, on a les dernières sources de données hein, qui ont été rentrées. Donc par exemple, Emotet, bon, il y a un petit topo. Et donc si vous tapez votre adresse email ou votre numéro de téléphone, donc par exemple, moi je vais taper ma boîte mail, hein, voilà. Eh bien, vous pouvez voir que sur tous ces sites, mes données personnelles ont été dérobées. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, moi, je surveille ça. Donc j'ai changé les mots de passe, enfin, tous ces trucs-là, mais voilà. Donc ça vous permet de tester, savoir si vos données perso ont été volées, et si oui, quelles données perso, etc.
Voilà, donc ça c'est pratique. Donc à voir avec Emotet si vous avez été. Moi j'ai pas été poney sur Emotet, donc tant mieux, hein, puisque comme c'était un botnet, ça aurait voulu dire que ma machine avait été infectée, donc c'est pas top quoi. Une info qui mélange. Alors oui, pardon, excuse-moi, Philibook, je t'envoie ça. Hop, donc c'est Have I been found. Attends, je te copie, je vous copie-colle le lien du coup dans le chat, hein. Ce sera plus simple pour vous. Voilà. Ça c'est cool. Pénurie de disques crypto. Oui, je l'ai vu ça. Enfin, j'ai pas vu cet article-là, mais j'ai vu Chia là, effectivement. Bonne news, Chichi Potter. Donc c'est vrai que il y avait, euh, il y avait cette histoire de. Alors vous savez, hein, les crypto-monnaies, ça se génère entre guillemets avec du matériel spécifique et donc jusqu'à présent ça utilise de la puissance machine, donc il y a des pénuries de cartes graphiques absolument phénoménales en ce moment parce que pour faire du Bitcoin il faut de la puissance du GPU, etc. Donc les gens achètent des cartes graphiques de ouf pour les mettre en cluster et pouvoir miner du Bitcoin. Et on a maintenant d'autres façons de prouver les transactions crypto-monnaies, etc. Et donc une qui s'appelle le Proof of Space, qui est en fait la preuve d'espace. Voilà. Alors, le Proof of Work, c'est le truc où ça travaille et qui consomme beaucoup de courant. Et le Proof of Space, bah, ça consomme pas forcément de l'électricité, mais de l'espace disque. Voilà. Donc voilà, ici l'idée, c'est écrit, hein, l'idée est de garantir la blockchain en démontrant que l'on alloue un certain espace disque inutilisé afin d'augmenter la sécurité globale de la blockchain. On associe un proof of time, preuve de temps. Et donc, comme il y a eu un effet négatif sur les cartes graphiques avec le proof of work, maintenant, on a la même chose avec l'espace. Donc, du coup, potentiellement des pénuries sur les disques durs. Et je ne pensais pas que le Chia était déjà enfin, était déjà suffisamment répandu pour avoir un impact sur, sur le matos, en fait. Mais ouais, 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 ouais. Donc voilà, c'est Freenet. Non, c'est pas Freenet. Enfin, après, Chia c'est du stockage, hein, il me semble. Bon, j'avais été déjà voir ça à un moment. De ce que je me souviens, alors moi je me souviens de Sia, mais je sais pas si c'est la même chose. Mais c'était. Je sais pas s'il en parle, mais en gros, on partage son espace disque en fait. Voilà, donc c'est du stockage, hein. Mais peut-être que c'est pas ça exactement. En tout cas, sur Sia, c'était ça. Maintenant, sur Chia, je ne sais pas. Faudra voir. J'ai pas encore épluché tout le site, mais bon, c'est de la smart transaction. Donc voilà, c'est proof of space and time. L'espace et le temps. Vous savez que c'est lié, l'espace et le temps. L'espace et le temps sont liés, nous avait dit Albert Einstein. Donc c'est l'inventeur de BitTorrent, hein, qui a mis ça au point. Et voilà. Voilà. Donc c'est bien, ça a un impact négatif, hein, sur le matériel. Donc si vous avez du matos à acheter, faites-le maintenant parce que peut-être qu'il n'y aura plus de matériel bientôt. On devra tenir sur le long terme avec notre vieux matos. Voilà, il y a de la pénurie de tout partout en ce moment. Déjà avec le Covid, c'était un peu chaud pour les délais et compagnie. Alors en plus avec ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant, quoi. La croûte continentale, Cloud Atlas, Stadia, Nexon, PlayStation, résultat de Google. Bon, pas grand-chose en news, hein. Est-ce que vous avez vu ce hack comment ça s'appelle, de nos amis d'Apple? Vous avez vu ça ou pas? Alors, salut Astropise, quelle est votre connaissance des aspects des impacts environnementaux et crypto au minage? Euh, une connaissance autrichienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que, alors par rapport aux impacts environnementaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, il faut de l'électricité pour miner du Bitcoin, d'accord? Valider des transactions, etc. Donc ça consomme de l'électricité. Que l'électricité dans le monde, elle est faite principalement avec du charbon, hein, pas forcément du nucléaire ou de l'énergie renouvelable, donc c'est du charbon. Donc d'une manière assez directe, ça pollue quand même.
Voilà, donc ça c'est ma connaissance sur le truc. Après, j'ai vu plusieurs articles qui disaient tout et son contraire, donc pour l'instant j'ai pas encore d'avis là-dessus. J'ai lu des articles très accusateurs en disant que effectivement c'était une catastrophe en termes écologiques, et des articles qui disaient plutôt qu'en fait c'était pas non plus une catastrophe, qu'il y avait pire, genre le trafic aérien ou le trafic maritime, qu'il y avait que l'économie réelle, par exemple faire des transactions bancaires classiques, les paiements cartes bancaires classiques et ce genre de choses avaient aussi un impact assez faramineux. Donc je ne sais pas à quel point en fait tout ça est détourné et ou réel. Voilà. Donc j'ai pas d'avis en fait là-dessus. Par contre sur la partie on va dire mobilisation des ressources techniques, technologiques, donc les cartes graphiques qui deviennent introuvables, ou maintenant les disques durs comme on vient de le voir, ça aussi, ça par contre c'est un problème qui est réel, quoi. Réel dans le sens où, où on trouve pas de carte graphique dans les magasins. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est retenu? Pourquoi est-ce qu'on n'en trouve pas? Il y a deux explications possibles. Soit il y a une vraie pénurie parce que tout le monde en achète, soit il y a une rétention. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir que en Asie, les usines, etc., les mecs font exprès de tendre un peu le marché pour faire monter les prix, donc ils stockent en fait. Ils gardent leur production, ils n'exportent pas, ils la stockent, les tarifs augmentent et après ils libèrent au fur et à mesure, quoi. Mais ils peuvent jouer aussi avec ça, donc on ne sait pas en fait non plus juste d'où ça vient. Mais bon, après je suis pas plus expert que ça là-dessus, hein. C'est la spéculation, mes amis. Oh là là, des joueurs de Tetris établissent de nouveaux records grâce à une technique inédite. Alors ça m'intéresse. Quelle est cette sorcellerie? J'adore Tetris. Est-ce que vous avez joué à Tetris récemment? Je sais pas si j'ai pas ma console là, mais nombreux sont ceux qui ont connu le jeu Tetris pendant leur enfance. Et oui, et oui. Sorti en 84 déjà, ça nous rajeunit pas, hein. Toujours d'actualité, avec notamment des tournois d'e-sport sur les vieilles consoles. 20 ans, c'est récent. Pourquoi tu dis 20 ans? 37 ans après la sortie. Ah, et tu veux dire, t'as joué il y a 20 ans, c'est ça, excuse-moi. C'est pas récent, 20 ans, non. Donc, une nouvelle technique pour battre tous les records sur la Nintendo NES en tapotant l'arrière de la manette. Non, mais c'est un truc de ouf. Vas-y, fais voir. Bon, on va essayer de comprendre ce qu'il dit, hein. Ah, explique les techniques. Donc, on joue normal ou on tapote de ouf. Mais ça, c'est dur de tapoter comme ça, là. Au bout d'un moment, on est fatigué. J'ai déjà fait, hein. On est fatigué. Ah ouais. Est-ce que vous savez hyper taper? Je me suis amusé avec mon fils à ça la dernière fois. On a fait un petit concours avec le timer de l'iPhone. Vous pouvez essayer vous savez, pas le timer, mais le chronomètre d'un smartphone, l'application chronomètre. Vous savez, vous pouvez faire soit des tours, soit activer, faire des tours. J'hyper tape pas mon fils, non. Et en fait, voilà, vous essayez de taper le plus vite possible et vous voyez quel record vous faites en termes de tapotage. Donc apparemment, il faut être super balèze en hyper tapping. Donc là maintenant, nouvelle technique. Encore plus rapide que l'hyper tapping. Alors là, il faudra que j'essaye. Et tout le monde peut le faire. Ok, 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 je veux voir ça. Je veux voir ça. Ah, je sais pas si vous avez le son en fait. Non, vous avez pas le son, vous. Je vais essayer de vous mettre le son. Non, bah il veut pas le son.
On va regarder ça après. Je voulais vous mettre un peu de son, mais hop. Oh là là, il va se faire mal. Il va se faire mal. Ah oui, comme ça, moi je faisais ça pour les super combos dans Dragon Ball sur Super NES. Du coup, les Parkinson, ouais. Oh là là, alternatif. Bon, j'arrive pas à vous mettre le son, je suis désolé, hein, mais je comprends pas pourquoi, mais. Ouais. Donc c'est lui qui a des well, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, j'ai pas bien vu, mais c'est lui ou elle qui a trouvé. Mhm. Donc là, on tape carrément en dessous, et en fait, bah du coup, ça impacte le truc, quoi. La vache. C'est pas mal, t'as le style en plus avec ça. Bravo Astropiz. Faudrait que j'essaye, en vrai. Eh ben, on en apprend tous les jours, hein. Bon, j'accélère un peu. Bon bah ok. Ah lui, il est en train d'essayer. Alors là, il fait à l'ancienne. Ah, il cale avec son pied. Mais je comprends pas bien. Ah ouais. Ah bah oui, ça y est, j'ai compris. Parce qu'en fait, quand on arrive assez haut, il faut aller très très vite pour aller sur la droite ou la gauche, quoi. Ah, il s'est vraiment entraîné, le mec, il rigole pas, hein. J'adore. Ah, trop fort. Bon bah voilà, vous avez une nouvelle technique à expérimenter. Bon, il va faire du piano en hyper tapping aussi. Bon, franchement, moi, je trouve ça pas mal, c'est rigolo. C'est amusant comme technique. La vie a mis 6 millions d'années à sélectionner des organisations parvenues au sommet des chaînes alimentaires. C'est vrai que on n'a rien fait de mieux, hein, là-dessus. iMessage aurait pu débarquer. Ah merde, j'ai cru que c'était pourrait. Non, aurait pu débarquer sur Android en 2013. Mais oui, il y avait eu ça, je me souviens, il y avait des histoires comme ça, que ça devait arriver sur Android. Voulons-nous perdre l'une des applications les plus importantes dans l'environnement mobile au profit de Google? Ils ont la recherche, le courrier, la vidéo gratuite et se développent rapidement dans les navigateurs. C'est la meilleure application de messagerie. Nous devrions en faire la norme du secteur. Je ne sais pas comment nous pourrons la modifier, mais elle ne nous coûte pas cher à gérer. Ah, tu m'étonnes. Une ouverture qui retirait un argument de vente à l'iPhone. Est-ce que vous utilisez iMessage? Alors moi j'aime bien iMessage parce que c'est vrai qu'on peut envoyer des super photos, etc. C'est mieux que le SMS classique. Mais en même temps, c'est relou quoi. Parce que par exemple sur un smartphone sur lequel vous n'avez pas le même numéro de téléphone, les gens peuvent continuer à vous écrire. Par exemple, moi qui ai deux téléphones, si je mets iMessage sur les deux,
Les relous qui veulent me joindre sur mon téléphone professionnel peuvent aussi du coup me joindre sur mon téléphone perso. Donc moi je désactive toujours iMessage. Qui dit iMessage dit qu'en fait les messages sont, alors bien sûr sont chiffrés, hein, donc c'est plus sécurisé que du SMS, mais en même temps bah, c'est stocké sur les serveurs d'Apple. Voilà, donc après à voir quoi, mais c'est des choix à faire dans la vie comme ça. Notre-Dame brûle. Ils vont sortir un film, Jean-Jacques Hano. Il va sortir un film sur Notre-Dame qui brûle. Mais ça va être passionnant, dis donc. Ça va être quoi? 45 minutes sur un mec qui craque une allumette au-dessus d'un. On sait toujours pas d'ailleurs pourquoi ça a brûlé Notre-Dame. Mon niveau sonore est assez bas. Bah écoute, je pense que c'est toi, parce que moi je tape dans le jaune, donc ça a l'air de plutôt bien se passer pour moi. Dites-moi les autres, hein, je ne sais pas. Moi en tout cas, le vumètre me dit que je tape presque dans le rouge, hein. Alors on a une question d'Astropise. Qui dit quelles sont les raisons qui t'ont amené à utiliser Mac Apple plutôt que Linux? Question sincère. Eh ben, je vais te donner une réponse sincère. J'en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais tu me suis pas depuis assez longtemps sur la chaîne pour avoir entendu cette réponse, donc je vais te la dire, il n'y a pas de souci. J'ai passé des longues années sous Windows et c'était cool. Sauf que Windows, bah, vous connaissez les problèmes, hein, plusieurs problèmes avec Windows. Un, ça plante. Alors, je parle d'une époque où il n'y avait pas Windows 10, hein, je parle de Windows XP. XP encore était assez stable, mais après on a eu d'autres, on a eu Vista, c'était une horreur. Il y avait Windows 98 avant, etc. Bon, bref, Windows, c'est là, ça restera le mystère de la foi. Dans les bois loin de tous, d'accord. Officiellement, c'est un incendie électrique. D'accord. Bon, bah, je savais pas. Donc, oui, donc Windows, c'est cool. Mais c'était, en tout cas à l'époque, et maintenant ça a beaucoup évolué avec Windows 10, mais c'était à l'époque assez fermé dans le sens où, tu vois, la ligne de commande, tout ça, c'était pas ouf. Il y avait l'invite de commande MS-DOS, mais c'était pas ouf. Ça plantait souvent. Il y a plein de trucs qu'on peut pas faire, etc. Donc j'étais assez bridé. Donc je suis passé sous Linux pendant plusieurs années. Mais ma profession, qui est de tester un peu tout et n'importe quoi, fait que bah, le problème, c'est que je passais des journées entières à recompiler des machins, à installer des librairies, à essayer de faire fonctionner en fait les trucs que je voulais tester, plus qu'à les tester. Et il y a un moment, faut bosser quoi. Donc sous Windows, ce qui est pratique, c'est que bah, tu double-cliques sur le point .exe, ça se lance, c'est bon, ça marche. Au pire, tu as un écran bleu, mais bon, voilà, on va dire que ça fonctionne quoi. Sous Linux, tu passes des journées entières à installer des pauvres drivers, enfin même pas des drivers, mais à recompiler des machins pour faire fonctionner une imprimante, un scanner ou compiler un outil, etc. Voilà. Et par contre, sous Mac, mais même les VM, tout ça, c'est lourd les VM, tu vois. Euh, ça change rien en fait. Tu vois, même faire tourner la VM, bon, il y a VirtualBox, mais des fois, ça peut être un peu galère. Et sous Mac, l'avantage qu'il y a, c'est que bah, tu as des applications natives, hein, que tu trouves souvent les mêmes sous Linux, hein, sous Windows, pardon. Donc tu cliques, ça marche. Tu double-cliques, ça fonctionne. Tu pas besoin de te prendre la tête. Donc tu as les avantages de Windows. En gros, hein, tu as l'équivalent, ça fonctionne. Tu achètes du matos dans le commerce, tu peux l'installer, etc. Donc voilà. Et en plus, bah, tu as tout l'aspect système Unix avec la ligne de commande, avec les outils pour lancer des softs Linux, etc. Enfin, des softs Unix, etc. Faire plein de choses en fait. De la bidouille un peu plus bas niveau, on va dire. Donc en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes, effectivement. C'est les deux en un. Voilà. Le seul point négatif à la fois de Linux et de Mac, c'est les jeux vidéo. Voilà, parce que c'est vrai que sur un PC surgonflé, on peut jouer aux derniers jeux à la mode. Mais n'étant pas gamer, ça me manque pas spécialement. Donc finalement, macOS c'est plutôt un bon compromis, quoi. Voilà. Si un jour je dois abandonner macOS, je reviendrai sur un Windows, sur un Linux, pardon. Mais Windows, peu de chance quand même. Après, j'utilise les trois OS, hein. J'utilise des VM pour Mac pour Windows et Linux, donc voilà. Sympa le pépitosaure. Ouais, 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 bah écoute, je fais sans Rémi, hein.
On a Rémi qui est là avec nous, mais petit Rémi parti trop vite. Parti où? Parti faire des courses? Je sais pas. Parti chez le coiffeur? J'en sais rien. Peut-être qu'il est parti chez le barbier pour se faire tailler la moustache. Je ne sais pas, mais j'espère le revoir bientôt, hein. Il me manque. C'est triste, sans Rémi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Microsoft Edge prépare un mode de connexion plus sûr au site web. Moi, j'ai pas fini sur Notre-Dame, mais bon, apparemment, ils vont faire un film là-dessus. Ça va être passionnant, quoi. Il fut un temps, je disais que aussi c'était le pire des deux mondes, la fermeture, tout ça. Alors, c'est fermé, l'OS est fermé, oui et non. C'est-à-dire que, enfin, tu peux quand même faire plein de choses. En fait, t'es pas plus fermé que dans un Windows, quoi. T'es même un peu moins fermé que dans un Windows. Après, t'es plus fermé qu'un Linux, c'est sûr. Alors, une mise à jour de Edge, la vérité web de Microsoft concerne une option permettant d'activer par défaut la connexion HTTPS. Ce mode améliorera la sécurité Internet. Bon, ils ont du HTTPS forcé dans Edge. Ok, bon, très bien. C'est une bonne nouvelle. Spotify, du water cooling. Les bitcoins et crypto-monnaies, le prochain Eldorado du paiement, c'est la vie du patron de Visa. D'accord, bon, apparemment, le mec est fan. En vrai, franchement, j'en ai parlé tout à l'heure sur Twitter. J'ai essayé de faire un virement aujourd'hui et j'ai pas réussi. Voilà. Ça fait une semaine que j'essaye de faire un virement. Ouais, HTTP c'est vrai, ça existe depuis des lustres dans les autres browsers. Ouais, mais les gens l'installent pas forcément HTTP c'est vrai, tu vois. C'est un truc en plus que tu dois mettre. Donc, pour Madame Michu qui est sur Edge, franchement, c'est bien. Un virement de où vers où? Bah, de mon compte en banque vers un autre compte en banque d'une autre banque. Donc, c'est formidable parce qu'en fait, il faut ajouter ce compte. Ça prend 48 heures, voire un peu plus de validation. Alors, je suis pas sur une banque en ligne, hein, mais pour plein de raisons. J'étais sur une banque en ligne avant, j'en suis plus maintenant parce que pour des questions de prêt, etc., on est obligé de changer de banque. Donc, je suis contraint et forcé d'être dans cette banque. Voilà, donc 48 heures d'adoption, enfin de validation du virement, enfin du compte. Ensuite, tu fais ton virement et ça te jette en disant qu'il faut. Non, non, mais après, je parlais de crypto après. C'est pour reboucler sur les cryptos. Mais en gros, tu fais ton virement et après, ça te jette pour te dire que en fait, tu peux pas faire le virement parce que tu exploses le plafond dans le virement. Donc, tu appelles ton banquier, qui évidemment est tout le temps occupé et n'est pas joignable. Donc, tu attends 24 heures que le mec te rappelle. Quand il te rappelle, il te dit qu'il a augmenté le plafond. Donc, tu es content, tu vas sur le truc, tu essayes de refaire un virement. Et là, il te dit bah, qu'il faut que tu attendes encore 24 heures de plus. Parce qu'il vient juste d'approuver le truc, quoi, le plafond, il vient de lever le plafond, etc. Donc il faut que j'attende encore 24 heures. Sauf si on a une fonctionnalité de sécurisation qui n'est accessible que via l'application smartphone. Donc je me dis quoi? Je me dis, je vais installer l'appli sur le smartphone. Avec, vous savez, ça valide votre identité avec le Face ID, ce genre de truc, l'empreinte digitale, etc. Enfin bref, et un peu de biométrie, donc c'est cool. J'installe l'application et là m'envoie un code par SMS. Je valide le code par SMS, ça se passe très bien. Et après, on m'envoie un code par mail. Code par mail qui n'arrive jamais. Et quand je dis jamais, c'est pas dans les spams, hein. J'ai accès à mon serveur mail, donc je vois tout ce qui arrive et ça n'arrive pas. Ça n'arrive même pas dans la boîte spam. Enfin, ça n'arrive nulle part en fait. Ça n'arrive pas, ça ne touche pas le serveur. Donc ça se fait gicler avant, donc en fait je peux pas activer ça, donc je suis obligé d'attendre. Donc bienvenue dans le 21e siècle selon les banques. Donc pour le coup, il a raison le mec de Visa, c'est que quand on fera peut-être des virements en... avec une blockchain en tout cas, même pas en crypto-monnaie, mais avec une blockchain, validant la blockchain, pourquoi pas sur des blockchains privées, peut-être que on pourra, ça sera peut-être plus efficace que ce que je viens de vivre moi avec ma banque, quoi. Voilà, mais c'est là où on se rend compte que notre argent dans les banques ne nous appartient pas vraiment et appartient plutôt à la banque, quoi. Il faut demander à la banque l'autorisation d'utiliser sa propre thune. C'est un peu comme si bah, on était adolescent et qu'on demandait à sa mère 20 euros à dépenser pour partir en soirée. Vous voyez, c'est maman, est-ce que tu veux bien me donner mes 20 euros que j'ai sur mon compte en banque? Parce que moi, je peux pas les retirer, je suis mineur. Ouais. Bon, bref. Il y a encore du chemin à faire. L'ajout d'un nouveau compte pour virement dans une banque traditionnelle, c'est maintenant très rapide. Alors oui, c'est très rapide, j'ajoute le compte.
le compte est ajouté. Mais avant de pouvoir transférer de l'argent vers ce compte, je suis obligé d'attendre 48 heures. Voilà, c'est merveilleux. Donc finalement, avant c'était pareil en fait. C'est juste que là, il te l'approuve, il te le valide. Mais avant, il te faisait attendre 48 heures pour le valider. Maintenant, il te le valide, mais faut attendre 48 heures pour faire un premier virement. Donc c'est le même. En fait, ils ont rusé quoi. Ils te disent que c'est plus rapide, mais c'est de l'arnaque. Bon, il y a Apple qui va sortir sa puce M2, en tout cas qui bosse dessus. Donc après, la banque doit faire attention que l'argent ne parte pas sur les compte titulaire. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Les gens ne paieront pas qu'une monnaie qui peut faire x2 ou moins 2, slash 2 du jour au lendemain. Exactement. D'où la crypto privée. Voilà. Apple M2, donc vous connaissez la puce M1, hein. Apple fait ses propres processeurs maintenant. Donc ça c'est intéressant. Euh, voilà, fin 2020. Et là on entend déjà parler de la puce M2, donc le successeur de cette puce. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Moi en tout cas, ça m'inspire de ne pas acheter un ordinateur avec une puce M1 tout de suite, hein, finalement. Puisqu'ils vont sortir une M2 assez rapidement, visiblement, hein. Donc elle serait moins énergivore et plus puissante. Ok, cool. Maintenant, quand est-ce que ça sort? Là est la question. On verra bien. Ouais. Bon, bah on sait pas. C'est un article sans réponse. Que de USB-C sur les Macs, c'est chiant, c'est clair. Il faut tout changer. Ah bah oui, oui, il faut tout changer. Après, franchement, on peut parler du choix d'Apple de faire ça, mais et je crois qu'Intel va faire la même chose. On en avait parlé avec Patrick Béja la dernière fois que j'avais fait une émission avec lui. Et en fait, c'est eux qui ont raison, hein. C'est-à-dire que, bon là, Apple, je pense qu'ils sous-traitent en Chine, mais Intel, ils ont leurs propres usines. Mais en soi, ne pas dépendre d'une société tierce pour un élément aussi important et aussi fusionnel avec ton système d'exploitation, dans le cas d'Apple, hein, parce que c'est le système et d'exploitation macOS est vraiment conçu pour coller au plus près que le matériel, contrairement à Windows où là on a du matériel divers et varié et donc ça peut engendrer des problèmes aussi bien de performance que des bugs. Pas tout le temps, mais bon voilà, ça peut arriver. Là, évidemment, moi je pense que. Il faudra que je t'ai pas entendu dire salut Patrick, effectivement. Là, je trouve que c'est une bonne stratégie en fait, hein, de faire sa propre puce, forcément. Voilà. Maintenant, à voir évidemment, à voir comment ça se passe dans le turfu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Ça peut être sympathique. Voilà. Donc, toujours plus haut, plus loin, plus fort, hein, donc plus rapide, etc. Ils auraient dû le faire ça depuis longtemps, effectivement, ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Je pense qu'ils vont faire comme tout le monde, hein, ils vont la fabriquer dans des usines en Chine. D'ailleurs, le piratage d'Apple qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, là, en fait, c'est quelqu'un qui a, enfin, un groupe qui s'appelle Revol, je crois, qui a hacké le prestataire d'Apple en Chine, qui, par les Ouïghours, ouais, peut-être, c'est possible, qui en fait, donc, ils ont dérobé le futur logo d'Apple. Apparemment, Apple va changer de logo, donc j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'ils vont remettre les petits arcs-en-ciel dedans? Je ne sais pas. Et les plans du prochain iPad. Voilà. Donc les mecs ont demandé une rançon. Le groupe de hackers là, a demandé une rançon de 50 millions de dollars aux dernières nouvelles. Et, euh, et Apple, enfin en tout cas pas Apple, mais le Presta a pas voulu payer. Et finalement, ils ont commencé à mettre des trucs en ligne. Et le Presta a dit stop, on arrête tout. On va peut-être payer finalement. Donc c'est là où je m'étais arrêté. Maintenant, une paille pour Apple, c'est sûr, mais tu sais comment ça se passe avec les rançons, hein. C'est-à-dire si tu cèdes à la rançon, forcément, le cas de figure va se reproduire, hein. Si tu es un payeur de rançon, bah, ça va peut-être inspirer d'autres gens à venir te rançonner, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est jamais bon de payer les rançons, quoi. Tu dis oui une fois et après c'est parti, ouais. Donc voilà, après ce n'est qu'un logo.
Bon, les plans, le logo, franchement, on s'en bat les steaks. Je veux dire, ok, il aura fuité, mais qu'est-ce que ça va changer Alors, il y a sûrement des choses que je ne sais pas et qu'on ne sait pas, hein, mais notamment vis-à-vis de la contrefaçon, d'exploitation des logos, etc., avant qu'Apple ne dévoile vraiment son vrai logo. Mais après, par rapport au plan de l'iPad, là, c'est peut-être un peu plus gênant, effectivement, parce que comme c'est les plans de fabrication de l'iPad, ça pourrait favoriser la concurrence. Voilà. Mais je souhaite bon courage aux hackers, parce qu'à mon avis, ils doivent avoir déjà le FBI au cul, hein, puisque s'en prendre comme ça aussi ouvertement à une entreprise américaine, c'est jamais très bon pour le karma, hein, même si tu es dans un pays étranger. Ça peut être un peu chaud. Faut pas être non plus trop devin pour imaginer qu'il y aura une pomme dans le logo. Peut-être que ce sera un ananas, hein, on ne sait pas. Voilà, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a? Google qui va faire des annonces importantes le mois prochain. Un pineapple, c'est ça. Bon, les annonces importantes, je pense qu'on va faire, on va dire comme Dewey, hein, j'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Alors, on va voir de quoi ça parle. Mise à jour importante de produits. D'accord, donc déjà on parle des produits. Mise à jour d'Android numéro T12. Bon, ok. Changement attendu. Changer l'interface du système avec des thèmes. Ouais. Ouais. Nouveauté côté Google Assistant. Nouveau Pixel 5a 5G. Qui a priori n'arriverait pas en France. Ouais. Ok. Prépare d'autres surprises. Ok. Bon, bah voilà. Un article pour ne rien dire, ou en tout cas pas grand chose, hein. Merci 0net. On verra. Ah, Google Home, bah, de toute façon, ils vont tout faire en nouveau, c'est tout. Moi, je sais pas vous, hein, mais moi, je me lasse un peu, hein, niveau matériel. Ce qui sort, franchement, c'est la loose, hein. Enfin, c'est la loose. C'est un peu comme au cinéma, vous savez, avec les remakes, en fait. On a des remakes il y a pas d'innovation. C'est que des remakes de trucs déjà sortis, quoi. Voilà. Je viens de mettre à jour mon Wear OS pour ma montre, quand elle fonctionne génial. Bah, bravo. Bravo à toi, mon ami. Les deepfakes inquiètent aussi les géographes et militaires. Ah oui, je sais pas si vous avez vu ça. Mais il est possible, c'est des chercheurs, hein, qui ont mis ça au point, de faire du deepfake avec des photos satellites. Et donc de modifier des photos satellites. Euh, Là, du coup, je me pose plein de questions en fait. Parce que ça pose des inquiétudes, visiblement. Euh, En gros, ça permettrait de cacher des trucs sur des cartes en générant. Ouais, là, par exemple, on voit pas bien, mais je vais essayer de zoomer un peu. Mais on va essayer de regarder la photo en grand. Mais voilà, je sais pas quel est le deepfake et quelle est la vraie image, mais vous voyez, par exemple, là, enfin, on a ça, et donc ils ont tout modifié. Bon, ok. Là, on a des pavillons, ils ont tout modifié aussi. Et là, il y a une rivière. Et là, il n'y a plus la rivière. Ou alors, il n'y avait pas de rivière et ils ont rajouté une rivière. Je ne sais pas comment ça marche. Mais la question que je me pose, c'est en quoi c'est un problème? Parce que euh, une image satellite pourrait lourdement impacter tactiques militaires et même participer à la propagation de fake news. Mais je veux dire, les militaires, les images satellites, ils vont bien les chercher quelque part. Je veux dire, ils vont pas les télécharger sur Google Maps, quoi. Enfin, ils vont pas les prendre sur un site web où le mec met des deepfakes. Ils ont accès aux satellites. C'est leur satellite. Au pire, ils les achètent à des prestataires, voilà, qui sont censés fournir de la donnée fiable. Donc, je vois pas en quoi c'est un vrai problème et je vois pas en quoi ça fait grave flipper les militaires, quoi. Je comprends pas en tout cas. Je pense que nous, techniquement, on pourrait se faire berner sur un Google Maps si, par exemple, demain, effectivement, les militaires ou d'autres, ou les gouvernements décident de fournir à Google des fausses images, ou que Google utilise des fausses images pour cacher certaines choses. Bon, à la limite, voilà. Mais, euh, mais nous, en tant que tel, mais les militaires en tant que tel, ça risque de provoquer des bombardements de civils, ce qui n'est jamais arrivé, c'est vrai. As-tu vu le film Anon? Non, peut-être que je l'ai vu, mais je sais pas de quoi ça parle. Je me souviens plus. Faudrait que tu me rafraîchisses la mémoire sur ce film. Dans un monde futur, proche du totalitarisme, où des implants bioniques avancés signifient que toutes les personnes sont soumises à un flot visuel incessant de données qu'ils nomment l'œil de l'esprit, la vie privée et l'anonymat comme nous les connaissons ont totalement disparu des informations personnelles de tout à chacun en affichage public. La vie de chaque personne est enregistrée jusqu'à la microseconde les informations personnelles sont téléchargées sur une vaste grille app. Ok. Non, bah écoute, j'ai pas dû en penser grand chose parce que je m'en souviens plus trop. Mais c'est Watch Dogs.
C'est possible. Salut Pop Pop Pop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en actu? Le prix du forfait Free est immuable. On dit merci qui? Merci Jackie, Xavier. Non. Et plus resplendissant jamais. Bon, c'est Free News, hein. Univers Freebox, pardon. Lancé en 2012, le forfait à 19,99 de Free Mobile n'a pas pris 1 € en bientôt 10 ans d'existence. Bon, ok. D'accord. Bon, bah, on célèbre, hein. Je dirais pas merci. Jackie et Niel. Jackie et Michniel. Pardon, excusez-moi. Euh... Mighty propose de déporter la lourdeur de Chrome dans un serveur. J'ai honte, je t'ai fait la fidélité, j'ai maté la conférence Samsung. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé de beau, Samsung? Mighty, mais qu'est-ce que c'est encore que cette sorcellerie? Alors, ça m'intéresse. Chrome n'est pas seulement le navigateur web le plus populaire du monde, il est aussi régulièrement considéré comme le plus lourd. Ah bon? What? D'habitude, moi, quand on me dit le plus lourd, on me parle de Firefox, hein. Je sais pas d'où ils sortent ça, Mac Generation. Alors, à moins qu'ils comparent que Chrome et Safari. Dans ce cas, je veux bien et qu'ils aient complètement occulté Firefox. Mais, ou alors, tant mieux. Après, je sais plus si je l'ai publié cet article, mais il y a un truc qui est intéressant. Il faudrait que je vous le dise. Je sais pas si vous savez, mais en fait, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, Edge, enfin ce que vous voulez, la lourdeur, on va dire, estimée par les gens de leur navigateur dépend pas vraiment des performances, mais dépend du marketing autour du navigateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait une étude, ils ont fait une expérimentation avec, alors je sais plus qui a fait ça, hein, je crois que je crois que c'est Firefox qui a fait ça en partenariat avec un labo de recherche, je sais pas quoi. Et enfin, c'est Mozilla en partenariat avec un labo de recherche. Et en fait, ils ont fait un premier sondage avec des gens, enfin, sans rien leur dire. Et voilà, les gens disaient c'est Chrome le plus rapide, etc., etc. Bon, bref, en gros, c'était ça majoritairement. Et ensuite, ils ont diffusé de la publicité ou des articles. En fait, ils ont fait lire des articles pseudo-techniques à ces gens qui expliquaient qu'en gros, Firefox était plus performant que Chrome. Et finalement, après, à l'usage, le ressenti de ces gens était que Firefox était plus rapide que Chrome. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce qui vous semble être le plus rapide, comme ça à vue d'œil, on va dire, sans faire des vrais benchmarks et des vrais comparatifs avec du vrai matériel et des vrais relevés, etc., avec un vrai cadre, on va dire, scientifique, ce qui vous semble être le plus rapide, c'est vraiment parce que on vous a biberonné à la publicité Chrome et Firefox. Et enfin Chrome ou Firefox ou Google, etc. Et donc le postulat de Mozilla, c'était de dire, vous voyez, si vous pensez que Chrome est plus rapide, alors oui, il y a un truc hein, quand même qu'ils ont mis en évidence, hein, c'est que les navigateurs se valent, en vrai, en termes de perf, Chrome et Firefox se valent. Et donc ce que disait Mozilla, c'est que si les gens ont l'impression que Chrome est plus rapide que Firefox, c'est parce que Google a une force de frappe absolument hallucinante en termes de publicité. Et donc toute la journée, au travers des pubs sur Internet et même des pubs parfois à la télé, etc., ou des articles de presse dans les journaux, etc., et parce que les médias ont une responsabilité aussi là-dessus, ils arrivent à nous planter la petite graine qui dit que justement Chrome est plus rapide que Firefox. Ouais. Donc bon, vous le savez maintenant, quand vous dites non, Chrome est plus rapide ou non, Firefox est plus rapide, soit vous faites un vrai benchmark avant de dire ça, soit vous essayez de capter comment fonctionne votre cerveau et peut-être la publicité ou les articles de presse que vous aurez lus ou les articles de blog hein, même d'avis des uns et des autres vous auront convaincu. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on va lire ça. Donc Google optimisé pour la vitesse, mais pas nécessairement pour sa faible consommation des ressources de l'ordinateur. Le problème, c'est toujours AdBlock, effectivement. Donc effectivement, Chrome, ça affiche vite les infos, les pages web, mais ça bouffe beaucoup, beaucoup de ressources. Donc les mecs ont créé Mighty. Alors je sais pas qui a créé Mighty, donc ça,
Ok, alors qu'est-ce qu'ils font Mighty? Donc en fait, au lieu de faire tourner le navigateur de Google sur les ordinateurs de leurs utilisateurs, ils proposent de l'installer sur un serveur distant. Mais on marche sur la tête. Leur app n'est qu'un client léger qui affiche l'image produite par ce serveur. C'est énorme, les mecs ils vont faire consommer des data centers du GPU pour faire tourner le navigateur. Ouais, browser as a service. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait un peu halluciner quoi. Leur app n'est qu'un client léger qui affiche l'image pour exactement un service de genre streaming. Le clone navigateur. Il fallait y penser. MIT peut mettre en avant des chiffres impressionnants grâce à ce fonctionnement. Alors, le business model est tout trouvé, hein. C'est-à-dire que vos données personnelles et la sécurité, enfin tout va être chez eux, hein. Donc là, pour faire des stats sur vos habitudes de surf, oh, le robinet à données personnelles, bah, 30 euros, 30 dollars par mois. Et en plus, ils font payer les couillons. Non, c'est énorme, c'est énorme. On peut faire d'une private, je sais pas, j'en sais rien. Mais vu que la connexion sortante, elle doit passer chez eux, j'imagine que du coup ton IP c'est l'IP de Mighty quoi. T'as même pas ta vraie IP quoi. Alors, autant de promesses alléchantes. L'entreprise met en avant des bénéfices de faire tourner un navigateur dans un data center avec une bande passante et une latence incomparable par rapport aux connexions domestiques. Il est daté du 1er avril, je vérifie. Non, 28 avril, non, c'est pas une blague. C'est vrai, on pourrait se faire avoir, mais non. C'était un Pentium 200, MMX, c'est une bonne idée. Ouais, franchement, ouais, pour ça, ouais, c'est pas une bonne idée. Autant de promesses alléchantes, mais ce que m'a dit bonne idée. L'instance de Chrome que vous utilisez doit tourner sur un serveur puissant, avec 16 CPU virtuels, 16 Go de RAM et même une carte graphique Nvidia indispensable pour certains services en ligne comme Figma. Tout cela a un coût, et même si le service n'affiche pas encore de tarif pendant sa phase de bêta, on parle de 30 euros par mois pour les premiers clients. C'est un tarif élevé. Vous imaginez 30 euros par mois juste pour grappiller quelques secondes? Ouais, tu peux foutre ton Chrome sur un Shadow, ou il y a d'autres façons de faire, mais bon, à voir quoi. Autant acheter de la RAM quoi. Ou je sais pas, ou plus de puissance. Mais ils ont optimisé. En plus, c'est même pas un vrai navigateur. Ils ont modifié un Chromium. Donc c'est même pas celui de vos rêves, quoi. C'est un truc à eux, quoi. Enfin, ils l'ont modifié, quoi. On va voir, il n'y a pas de son dans cette vidéo. Donc ça, c'est ça la démo, alors. C'est vrai que c'est très très rapide, hein. Je testerai bien. J'ai très très envie de tester, ouais, j'avoue. Mais franchement, c'est abusé. Ils vont mettre une infra hyper convergée dans un data center. Ouais, c'est clair, c'est ça en fait. C'est de la très haute technologie et beaucoup de puissance machine pour finalement pas grand chose, hein. Alors bon là, je sais pas pourquoi il nous fait une démo de Figma, on s'en fout un peu, affiche d'autres choses, mec. On s'en fout de Figma. Allez, vas-y. Ah voilà, attendez, YouTube. Ah merde, on va voir la vitesse à laquelle s'affiche YouTube. Eh, moi je trouve ça lent encore, regardez. Regardez la vitesse. Ah, regardez, attends, on se remet un petit peu avant. Prenez le temps de regarder la vitesse à laquelle ça s'affiche. Il ouvre un onglet, il tape YouTube. Regardez les vignettes. Le temps que ça m'a chargé. Franchement, moi je paye pas 30 euros pour un truc qui est pas instantané. Vous avez vu? Ça charge, c'est tout gris. J'abuse peut-être un peu, mais franchement, moi je m'attendais à mieux. Je veux dire, tu payes le truc, c'est tout gris comme ça. Après, tu passes sur le mode sombre, et seulement après, t'as les vignettes, quoi. Franchement, ça s'affiche aussi vite chez moi, hein. C'est abusé. Attendez, on va faire un test chez moi. Je vais ouvrir une navigation privée. Alors, je suis pas sur Chrome, hein. Moi je suis sur Firefox, mais si je fais YouTube là, .com, ah ouais, bien sûr, attends, vas-y. Les cookies, on s'en bat les couilles, vas-y. Ça va un petit peu plus lentement, mais en vrai, pas tant que ça non plus, franchement. En plus, si c'est en cache, regardez. Ça va à la même vitesse, hein. Enfin, en tout cas, de ce que je vois là dans la vidéo, je vais à peu près la même vitesse. Ça joue au millisecondes. C'est peut-être un peu plus lent d'un milliseconde de la vidéo, mais ça vaut pas 30 balles par mois, hein. Je suis désolé, les mecs. Franchement, vous abusez. Les gens abusent, non? Parce que je sais pas ce que vous en pensez. On peut trouver ça cher pour. Bah, tu m'étonnes. Ils ont commencé il y a 2 ans par la virtualisation d'un PC sous Windows, une offre qui aurait été similaire à celle de Shadow, mais ont décidé de changer de fusil d'épaule pour se concentrer sur le navigateur jugé plus important que les apps natives. Ouais.
Franchement, en termes d'applications sur lesquelles ça aurait un sens, c'est Ableton par exemple. Pour ceux qui font de la musique, qui utilisent un Ableton Live là, bon, c'est un logiciel sous licence, hein. Franchement, le truc est hyper lourd, ça rame à fond, enfin ça rame, c'est très consommateur de ressources, ou même des outils de retouche vidéo, Final Cut, Premiere, etc. Là, à la limite, je peux comprendre, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'espace disque, beaucoup de mémoire, beaucoup de puissance machine. Donc là, pour le coup, ça a un sens. Mais le navigateur, me fait pas rire, quoi. C'est abusé, quoi. Je, je sais pas ce que vous en pensez. Et Shadow, c'est moins cher, c'est vrai. Blazing Fast Performance. Les mecs, ils te mettent une vidéo qui sont passés en accéléré. Ok. Ça tourne sans le fan. Ah ouais, l'un des arguments de vente, c'est qu'il n'y a pas de le bruit du ventilateur de l'ordi. Mais c'est énorme. Après, pour la musique, attention à la latence, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais après, ça se gère, hein. Déjà, dans Ableton, tu as des choses, hein, pour gérer les latences. Moi, je vais quand même demander un accès, hein. Est-ce que je trouve mon ordinateur lent? Vraiment lent. Combien de RAM j'ai? Oh, ouais, j'ai 64 Go de RAM. Combien de tabs tu ouvres? Plus de 31, moi. Je dois être à 150 tabs par seconde. Quelle rapide est ta connexion? Bah, le max. Vas-y. Quelle application est-ce que c'est lent? Moi, pas parler français. Oh, allez, mon navigateur, il est lent. Quel navigateur tu utilises? Firefox, Forever. Quel desktop? macOS. Et quelle chose la plus valuable tu utilises ton ordinateur? Euh, on va mettre Ableton Live 10 and Final Cut. Je leur donne des idées, hein, parce qu'ils n'y ont pas pensé, je pense, les mecs. Comment est-ce que tu utilises ton navigateur? Je réponds à tout là. Il n'y a pas pour le porno? Non, il n'y a pas. Euh, je- Ah non, comment tu te sens? Pardon, j'avais pas vu. Comment tu te sens quand tu utilises ton navigateur? Productive et speedy, distrait, ma vie privée est à risque, focus, désorganisé. Je combats avec mon navigateur pour faire des trucs et je suis submergé par toutes les tâches en face de moi. Bon, moi, je combats mon navigateur. Qu'est-ce qui vous représente plus? Une fenêtre toute seule, une personne qui will never let their tab count grow. Bon, quelqu'un qui ferme ses onglets, quoi, en gros. Quelqu'un qui ouvre tous ses onglets et beaucoup d'onglets, machin. Interrupt driven. Bon, moi, c'est plutôt deux, hein. Le chaos organisé, quoi. Quels sont les sites qui sont trop lents? J'en sais rien, moi. WordPress, back office. Hop, vas-y. Putain, c'est long leur enquête en fait. Est-ce que ton ordinateur souffle? Bon, en vrai, moi, il souffle jamais, hein. Mais on va mettre multi-time ED, multiple time ED. De l'expérience une idée aussi chez. Ah ouais, je dois souvent attendre plusieurs secondes. Vas-y, moi je coche les trucs les pires. C'est pas vrai en vrai, hein. À quel prix tu trouves que c'est cher? Franchement, moins de 10 balles, les gars. Même pas 1 euro. Où est-ce que tu es positionné en Europe? Quel est ton email? Corben, arrobase, corben.info. Submit. Down. Ok. Bon bah voilà, j'ai participé à l'enquête. J'espère qu'ils vont pouvoir me sponsoriser un accès, hein. Ça pourrait être sympa quand même pour tester, quoi. Mais bon, franchement, je pense avoir tout vu cette année. Mais non, en fait. Mais non, mais non, mais non. C'est formidable. Bon, les amis, je pense que ça fait 1 heure qu'on discute. Enfin, en tout cas, moi, je monologue. Euh, on a fait une bonne petite veille quand même. On n'a pas fini, mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties.
Si vous voulez voir plus de veille, bah, il y a forcément Phoenix JP. Après, il y a mon flux, mon flux Twitter sur lequel je partage aussi pas mal de trucs. Et puis sinon, si vous aimez ça, hein, tester des trucs, bidouiller, faire de la veille, on peut se retrouver sur ma chaîne Twitch, hein, Corben FR, le lundi, le mardi et le jeudi à partir de 9h du matin jusqu'à midi. Et le jeudi, on a Webosaur à midi et demi. Sympa, ce serait il y a un an sur ta chaîne. T'es gentil, Chipotter. Voilà. Et ce que je disais avant que Chipotter se moque de moi encore. Non, non, bah après, Rémi sera là demain, hein, pour tous ces fans éplorés à qui il a manqué forcément aujourd'hui, hein. Moi, il m'a manqué beaucoup, Rémi, mais il est là avec nous virtuellement, il est là. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, alors Rémi, vous pouvez le retrouver où? Rémi, Remook, vous pouvez le retrouver. Je vous mets dans le chat si le chat daigne bien fonctionner. Mon clavier m'a lâché. On t'aime, Rémi. Et oui, tu nous manques, Rémi. Vous pouvez le retrouver. Évidemment, le chat ne marche pas. Ça va être pratique. Je vais relancer mon chat. Dans ton chat, hein, évidemment. Aussi sur sa chaîne Twitch, puisqu'il anime tous les matins. Quand même pas mal souvent par semaine, hein, comme je dis tous les matins, mais franchement, voilà, c'est bon. Donc sur sa chaîne Twitch Remook, hein, sur laquelle il fait plein de choses tous les jours, je ne saurais pas vous dire exactement quel jour il fait quoi, mais bon, il joue aux jeux vidéo, il bosse dans ton chat, il fait un peu de musique, il fait plein de choses quoi. Voilà, sur son blog remook.fr, sur son Twitter Remook, et puis moi vous pouvez me retrouver, et bien pareil, sur ma chaîne Twitch. Corben FR, sur le blog Corben Info, et puis sur Twitter aussi, Corben, etc. Voilà, j'en ai fini. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien de la pluie, hein, il pleut bergère, donc voilà, c'est cool. Allez danser sous la pluie en mode Hollywood Chewing Gum. Et puis on se retrouve demain, 9h sur ma chaîne Twitch, 8h30 chez Rémi. Ça rime en plus. Et puis à partir de 12h30 avec une invitée exceptionnelle pour parler du UX design et du UI design. Donc voilà, ça va peut-être vous intéresser si vous êtes développeur graphiste ou tout simplement passionné de technologie. Voilà, dès 12h30 sur la chaîne Webosaur. Pas de pluie dans le nord, fake news, c'est sûr. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.